So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, vous pouvez passer 2 heures avec nous. Vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder en direct sur move.fr. Comme d'hab, je suis avec Florence et Leïla. Salut. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va. J'aime bien faire comme dans le générique Florence et Leïla. Au menu de la pluie et le beau temps, aujourd'hui, le froid est installé. C'est officiel. La trêve hivernale est lancée du 1er novembre au 31 mars. Cette mesure de protection sociale et humaniste vise à lutter contre l'augmentation du nombre de sans-abri. Vous verrez pourquoi la promesse gouvernementale du zéro SDF est compliquée, voire même impossible à tenir. On reviendra aussi sur la situation précaire que connaissent les associations comme les Restos du Cœur en cette période d'inflation grandissante. Le Black Friday est de plus en plus perçu comme un vendredi noir pour l'environnement. Chaque année, les écologistes dénoncent les incitations à la surconsommation dangereuse pour la planète. Et cette année, bien sûr, c'est la campagne anti-Black Friday de l'Agence de la transition écologique qui a fâché les commerçants. Entre surconsommation et marketing incitatif de l'urgence, on va vous expliquer pourquoi le Black Friday ne fait plus l'unanimité. Vous l'avez sûrement entendu, à partir du 1er décembre, une aide financière attribuée en fonction des revenus et de la situation familiale sera versée aux femmes victimes de violences conjugales. C'est l'occasion bien sûr pour nous de revenir sur ce fléau. Quelle est la place des enfants dans les foyers touchés par ces tragédies? Pourquoi il est important de bien définir les termes conflit, violence et de ne surtout pas romancer l'amour passionnel? Ce seront nos questions du jour. Pourquoi la nouvelle télé-réalité Frenchy Shore choque une partie des Français? Adaptée du programme américain Jersey Shore, cette nouvelle émission réunit 10 candidats qui s'autoproclament les plus grands fêtards de France dans une villa du Cap d'Agde où, clairement, tous les coups sont permis. Entre alcool et sexe hyper libéré, le programme est au centre de toutes les conversations et est même remonté jusqu'au gouvernement. Ouais. Est-ce qu'on est à la limite du porno? Cette télé-réalité made in France a-t-elle dépassé les limites? Tout ça et bien plus encore, c'est dans La pluie et le beau temps, épisode 14. C'est parti. La pluie et le beau temps. Alors, le froid est de retour, malheureusement. Et comme chaque année, la trêve hivernale a été lancée. Alors, pendant cette trêve qui est instaurée du 1er novembre au 31 mars, les procédures d'expulsion des locataires sont suspendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les motifs d'expulsion concernent des loyers impayés, des nuisances ou encore le non-respect du règlement de copropriété, eh ben, le bailleur ne peut pas expulser son locataire. Est-ce que vous savez d'où vient cette trêve hivernale? Moi, non. Non. Alors l'histoire, elle remonte au 1er février 1954 quand l'abbé Pierre lance un appel pendant un hiver vraiment glacial qui a provoqué la mort de beaucoup de personnes dans la rue sur Paris et en France. Cet appel va provoquer un élan de solidarité et faciliter l'instauration en 1956 du coup de la trêve hivernale. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. Alors, depuis 67 ans, le but, c'est vraiment d'éviter que les gens soient à la rue pendant l'hiver. Et comme chaque hiver, la question des SDF fait controverse. Est-ce que la France dispose de suffisamment de places d'hébergement? Et surtout, est-ce que les annonces gouvernementales ont été respectées depuis des années? On va en parler de ce fameux projet Zéro SDF avec toi, Leïla, tout à l'heure. Ouais. Mais il faut savoir que c'est un projet qui avait été intenté en 2002 par Lionel Jospin. Puis en 2006, alors que Nicolas Sarkozy avait annoncé que s'il était élu, d'ici l'année 2008, plus personne ne serait obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Et plus récemment, bien sûr, c'est Emmanuel Macron qui en avait fait un sujet de sa campagne. J'ai un chiffre à vous donner qui fait froid dans le dos, et c'est le cas de le dire. Le 26 novembre sur X, donc l'ancien Twitter, je rappelle, l'élu communiste Yann Brossa a annoncé sa volonté de déposer au Sénat un amendement qui vise à ouvrir 10 000 places d'hébergement. Cette mesure, elle répond aux exigences d'associations comme l'UNICEF qui avait alerté en octobre sur le chiffre record de 2822 enfants sans toit. J'ai bien dit presque 3000 enfants à la rue. C'est ouf parce qu'on est quand même la 7e puissance économique mondiale. Alors Leïla, il y a encore trop de personnes qui vivent dehors. Pourquoi la fameuse promesse du zéro SDF est impossible à tenir? Alors en fait déjà, comme tu le disais, comme partout en France, les températures elles ont chuté et forcément on ne peut pas s'empêcher de penser à ceux qui vivent dehors
ou qui n'ont pas le confort de pouvoir rentrer chez eux au chaud ou juste d'être équipés tout simplement pour le froid. Et en fait, c'est énorme parce que l'hiver dernier, on a quand même 624 personnes qui sont mortes qui vivaient dans la rue et qui sont mortes pendant l'hiver. Et en fait, sachant qu'en moyenne, elles sont mortes à 49 ans, du coup, ce qui fait qu'il y a quand même un écart d'espérance de vie de plus de 39 ans avec la population en général. Et les chiffres, ils font qu'augmenter et ils sont pas très clairs parce qu'on a du mal un peu à comptabiliser le nombre de SDF qu'il y a en France. Mais on est à peu près à plus de 300 000 SDF en France. C'est l'équivalent d'une ville comme Clermont-Ferrand en termes d'habitants. Ah oui, ouais. Voilà, et depuis 2012, ça a doublé. Et en fait, c'est majoritairement des hommes seuls, mais la part des femmes et des enfants à la rue, elle fait qu'augmenter. Et en 2019, on a quand même 146 bébés qui sont nés dans la rue. Mais c'est ouf, franchement, c'est impressionnant de se dire que ces chiffres sont aussi élevés parce qu'on est quand même une très grande puissance économique mondiale et on est considéré comme un pays étant riche. Ouais, en fait, c'est un phénomène aussi que tous les pays développés connaissent. Peu importe leur manière de fonctionner, en fait, ils comptent beaucoup de logements sociaux, beaucoup de propriétaires ou de locataires parce qu'en fait, se loger, ça coûte très cher et les prix, ils font qu'augmenter. Les logements, c'est souvent la dépense numéro 1 d'un foyer. Et comme d'habitude, c'est les plus précaires qui sont pénalisés parce que les listes pour avoir un logement social sont de plus en plus longues et beaucoup finissent du coup par ne plus être en capacité donc d'accéder à un logement et à dormir dans la rue au final. De toute façon, les logements sociaux, c'est un vrai problème. Ouais, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. En fait, ils ne sont pas réservés aux plus démunis, mais en fait, ils sont réservés aux personnes qui ont une situation sociale précise et qui ont les moyens de payer un loyer. Donc un SDF qui n'a pas de travail, il n'aura pas d'argent pour payer un loyer tout simplement et se loger. Et la solution, là, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais le gouvernement et les communes françaises, ils souhaitent construire de nouveaux logements sociaux abordables, du coup réservés uniquement aux SDF et aux personnes en grande difficulté, mais aussi revaloriser les APL. Parce que la France, c'est un des pays où les aides sociales au logement, elles sont quand même... Enfin, il y en a beaucoup qui existent. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi une grande part de logements sociaux dans le parc de location, enfin, dans le parc locatif, du coup. Mais en fait, avec tout ça, le nombre de personnes à la rue, il fait qu'augmenter. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à freiner, quoi. Après, je suppose que c'est pas ça qui va miraculeusement donner un logement à tous les SDF de France, malheureusement. Bah ouais. Parce que le problème des SDF, c'est pas un pur problème de logement. Si les chiffres ils doublent, c'est aussi à cause des revenus, de l'emploi, de l'évolution de la société ou même des familles. Et l'isolement social et sociétal de ces personnes, il est tellement violent que pour en sortir, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés progressivement, que ça soit vers l'emploi, le logement ou vers la vie sociale, tout simplement. Moi, je voudrais qu'on revienne juste sur cette promesse de 0 SDF en France. Ouais. Macron l'a évoqué pendant sa campagne. On peut se le dire, c'est complètement naïf. Ouais, c'est même très naïf. C'est un objectif difficile à atteindre, surtout en si peu de temps. Et surtout que c'est impossible d'anticiper les crises sociales qu'il va y avoir, migratoires, ou même l'ensemble des ruptures familiales ou des vagues de licenciements qu'on va connaître dans le futur. Mais après ça, les politiques, ils en sont conscients. Donc pourquoi est-ce qu'ils annoncent des projets impossibles à réaliser ? En vrai, vu le pouvoir électoral assez faible des SDF, je pense pas que ça soit pour eux qu'ils annoncent tout ça. Mais je sais que, par exemple, pour les partis de droite ou d'extrême droite, c'est surtout pour plaire aux électeurs un peu plus aisés qui en ont marre du coup de voir des personnes à la rue parce que, donc je cite, ça fait chuter le prix de l'immobilier, ça fait perdre de la valeur à leur quartier, ça donne une mauvaise image à la France. Etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Éric Zemmour, par exemple, il avait proposé de supprimer la loi qui obligeait les villes à avoir un pourcentage de logements sociaux pour éviter l'immigration. Donc, et même là, ils veulent un peu s'en débarrasser pour les Jeux Olympiques. Non, mais oui. Et même, par exemple, pendant le Covid, on a trouvé un moyen de les loger, ces gens-là, tu vois. Donc, c'est affreux. Donc, il n'y a que quand ça nous arrange qu'on arrive à s'en occuper, j'ai l'impression. Mais au final, il va falloir du temps, on va dire, et une politique claire et défendue. Tout ça pour que ça puisse être possible de loger tous les SDF qu'on a en ce moment en France. Ouais. Et tu vois, cette loi dont tu parles, que Monsieur Zemmour a essayé de sucrer, en fait, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose du coup aux communes d'avoir 25% de logements sociaux. Cette loi, en fait, elle a été votée à la fin de l'année 2000, et comme j'ai commencé en vous parlant de lui, bien sûr, en fait, la défense de la loi SRU a été le dernier combat politique de l'abbé Pierre, qui est décédé en 2007. Bien heureusement, j'allais dire malheureusement pas du tout, fort heureusement, cette loi est toujours d'actualité et elle reste très utile pour les plus démunis et pour les classes moyennes de notre pays qui en sont
largement bénéficiaires. C'est pas qu'une question d'immigration, faut arrêter à un moment donné. On s'intéresse pour ce premier sujet aux personnes en situation de précarité en France. Leïla est revenue sur la promesse du zéro SDF. À noter que selon le décompte de la Fondation Abbé Pierre, en 2022, le nombre de SDF en France a doublé en 10 ans. Et l'année dernière, on en comptait plus de 330 000. À ça, on ajoute aussi le taux de précarité qui a augmenté cette année. D'ailleurs, le Secours catholique a publié mardi 14 novembre son rapport statistique annuel sur l'état de la pauvreté en France en 2023. Et sans surprise, dans un contexte de forte inflation sur l'alimentation et l'énergie notamment, les statistiques ont montré une nette aggravation de la pauvreté. Et en 2023, on constate aussi une forte hausse du nombre de personnes faisant appel à l'aide alimentaire des associations. Alors, j'ai aussi d'autres informations. Selon le rapport, les premières victimes de la pauvreté sont les femmes et surtout les femmes avec les enfants qui font du coup souvent appel aux associations. Et à ce propos, je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission 7 à 8 sur TF1 où on découvre l'histoire d'Aurélie, une mère célibataire de 2 enfants. On en arrive à ne plus pouvoir aider un petit bout de chou qui a 4 mois, qui était préma et qui a donc besoin de notre aide. Au restaurant du cœur de Pornic, tout le monde connaît Aurélie et sa petite dernière. Cette maman isolée vient chaque semaine avec ses 2 enfants pour recevoir de l'aide alimentaire. Qu'est-ce que vous venez chercher avant tout? C'est surtout pour la petite. Pour la petite? Ouais. Là, en budget, c'est 4 boîtes de lait par mois, quoi. 18 € la boîte, donc comptez par 4 et puis vous comptez les paquets de couches à côté. Ça fait un budget par mois juste pour la petite, quoi. Et pour grandir, il faut manger. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'Aurélie peut remplir son panier, car à partir de la semaine prochaine, les restaurants du cœur instaurent des nouveaux barèmes. Sans emploi, avec 910 € d'aide sociale, elle dépasse désormais les critères d'admission. Alors vous avez entendu, pour la première fois de son histoire, les Restos du Cœur sont contraints de recaler des familles à cause du nouveau barème. Florence, qu'est-ce qui se passe concrètement là actuellement avec les associations? Alors il y a le Secours populaire, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, les banques alimentaires, bref, toutes les associations font le même constat. La pauvreté augmente beaucoup et rapidement, l'inflation écrasant les plus pauvres et fragilisant ceux qui arrivaient tout juste à s'en sortir, du coup les travailleurs les plus mal payés. En 2023, faire ses courses coûte 20% de plus qu'il y a 2 ans. Je pense qu'on le remarque tous quand on voit qu'on vient de dépenser 50 € et que le frigo il fait toujours aussi vide. En 2023, les Restos du Cœur distribuent 35% de l'aide alimentaire en France. Par exemple, l'année dernière, ils ont distribué 170 millions de repas, soit près de 30 millions supplémentaires. C'est la hausse la plus importante et brutale depuis sa création en 1985. Et en 2023, comme tu le disais, So, pour la première fois, ils ne pourront pas servir tout le monde. Selon l'ASSO, c'est 150 000 personnes qui pourraient rester à la porte. Du coup, cette année, il faut accueillir les plus démunis parmi les plus démunis. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment un crève-cœur pour les bénévoles de devoir en fait parfois refuser. Maintenant, ils doivent dire non à ceux qui ont un revenu mensuel supérieur à 504 €. Alors qu'avant, le baromètre était situé à 537. Ça se joue à pas grand-chose et pourtant, ça fera toute la différence pour ces personnes en situation de précarité dont les profils sont très diversifiés, allant du coup des mères célibataires aux retraités en passant par les étudiants, parce que oui, c'est près de la moitié des bénéficiaires qui ont moins de 25 ans. Je vous balance quelques témoignages recueillis au micro de BFM TV. L'inflation a trop augmenté. Je vous dis, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc non, c'est très dur. Franchement, sans eux, on serait vraiment perdus. Sans eux, on n'aura plus rien. Même dans les magasins, on n'aura même pas les moyens d'acheter un truc, quoi. Tout est chamboulé. On n'arrive plus à manger normalement. Parfois, on se prive même parfois du repas de midi. Donc c'est des gens qui ne savent même pas comment ils vont faire en fait, d'autant plus que même si la distribution alimentaire continue, il faut aussi savoir que les paniers seront moins remplis, comme l'explique Françoise Guénan, qui est directrice de centre pour le Télégramme. Aujourd'hui, c'est 2 pommes, 2 oranges et 3 gâteaux. Et avant, c'était 3 pommes, 3 oranges et 3 gâteaux. En même temps, excuse-moi Flo, mais ça s'explique parce que ces banques alimentaires, finalement, c'est pas des magasins. Et elles aussi, elles sont impactées par l'inflation. Bah oui, totalement. Ces associations, elles voient leurs charges exploser en fait. D'ailleurs, en septembre, les Restos du Cœur ont lancé un appel aux dons en fait. Ils réclamaient 35 millions d'euros. S'en est suivi un élan de générosité. Le gouvernement leur a accordé une enveloppe de 15 millions. Il y a aussi eu d'autres forces économiques qui sont très solidaires, comme l'équipe de France de football, des entreprises, des particuliers et surtout Bernard Arnault. Donc c'est l'homme le plus riche du monde qui a donné 10 millions d'euros, de quoi faire s'élever certaines voix à gauche comme celle de Mathilde Panot. Donc nous n'allons pas dire merci à 10 millions d'euros qui sont donnés au Restos du Cœur. Et je vais même aller un peu plus loin. Si ce gouvernement se décidait finalement, ce pourquoi nous allons nous battre dans le budget, à enfin taxer les riches de ce pays,
qui s'engraissent pendant que la majorité sociale du pays est en train de s'appauvrir, eh bien, nous serions dans une toute autre situation. Et quand vous voyez que cet été, la France est devenue le 3e pays au monde en termes de nombre de millionnaires, que le CAC 40 franchit des records tous les ans, voire tous les 3 mois, sur le nombre de dividendes qui est versé, eh bien, je crois que c'est justement la politique de Madame Berger, de Monsieur Macron et de Madame Borne qui crée justement le fait que des gens aient faim, que les associations qui les aident ne puissent plus tenir et que des plus riches peuvent se permettre de faire l'aumône en espérant qu'on les remercie pour leur bon cœur. C'est hors de question, nous demandons de taxer les plus riches de ce pays. Alors, vous en pensez quoi, les filles, les lassos? Mathilde, présidente. Mathilde, présidente. Du coup, vous dites pas merci aux dons aussi. La voix du peuple. Elle a raison. Moi, en vrai, genre, je me dis, on crache pas sur 10 millions d'euros. Non. Mais faut plus. Moi, je sais que t'as une petite, t'es bien si tu fais des dons. Moi, je sais que je donne 10 € par mois à l'UNICEF. C'est très bien. Et qu'à la fin de l'année, les impôts, ils me rendent 60 €. T'es Donc la moitié de tout ce que j'ai donné. Donc en fait, il a donné 5 millions. Mais on crache pas sur 5 millions. Non, après, moi, pourquoi je dis Mathilde présidente? Parce qu'elle a raison. Elle a raison. Là, je viens d'apprendre qu'il y a beaucoup de millionnaires en France. Et ils sont où? Ouais, donnés, bien non, sûr. mais surtout que c'est pendant ce mandat-là où Macron il a supprimé plein d'impôts sur les fortunes ou les fortunes immobilières. C'est le moment de donner. C'est comme ça que ça se répercute en fait. Bien sûr. Moi, je suis un peu d'accord. On dit merci, mais ça suffit pas. Exactement. Et en plus, les Restos du Cœur pourraient disparaître d'ici 3 ans. Patrice Douret, le président de l'asso, se projette très difficilement. Mais nous avons également rappelé quels étaient nos besoins avec l'inquiétude forte aujourd'hui des prochaines semaines et des prochains mois, quels seront les niveaux de dons que nous allons pouvoir recevoir. Ça me crève le cœur pour le coup. Ouais. Tu vois. Et c'est aussi l'inflation du coup qui freine les dons. Bah ouais, surtout ce qu'on appelle les petits dons. Donc c'est les dons inférieurs à 150 €. C'est mes dons ça. 10 Exactement. €. Il y en a de moins en moins des dons. Ils ont diminué de près de 7% selon le dernier baromètre France Générosité. En 2004, ils représentaient 73% de la générosité des Français et aujourd'hui on n'est plus qu'à 41%. En même temps, il y a un Français sur 5 qui vit sur son découvert. Donc en fait, c'est hyper galère d'aider les autres quand tu dois penser à toi-même. Vous les filles, est-ce que vous vous sentez moins de faire un geste, un don, dans le cas où vous en faisiez déjà avant? Non, moi je pense qu'il faut toujours faire, mais peut-être à échelle de l'échelle de nos revenus en fait. Tu vois? Ouais, non, moi je me dis pas que je vais moins donner parce que c'est un peu plus galère en ce moment. Ouais. Ok, parce que moi je sais que je pense que je donne un peu moins en effet, mais par contre je donne plus de mon temps. En tout cas, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à faire des dons. Désormais, il y a carrément le développement de nouvelles formes de dons via des SMS et des transferts de RTT ou des congés payés par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de donner son temps, il y a un manque de bénévoles aussi. Les Restos du Cœur ont besoin de 500 bénévoles, exactement. Bah c'est ça, mais en fait on est en pleine crise du bénévolat. La dernière étude de France Bénévolat révèle qu'il y aurait 19 millions de personnes bénévoles. Résultat, 36% de la population des 15 ans et plus donnent de leur temps gratuitement pour les autres ou pour contribuer à une cause. Et c'est une tendance qui diminue depuis 2016 et c'est une diminution qui a été accentuée par le Covid d'ailleurs. Et c'est dommage parce que à mes yeux, ça donne beaucoup de sens. On cherche tous du sens et pour moi, justement, être bénévole, c'est donner beaucoup de sens à sa vie. Est-ce que vous êtes bénévole quelque part ? Je fais pas partie d'une association. Ouais. Par contre, quand je peux, je le fais avec plaisir. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les maraudes. Ouais. Tu vas donner forcément des repas à des sans-abri, etc. Toi, Leïla ? Moi, là, je suis en train de m'inscrire dans une asso. Enfin, genre, il y a des tests et tout à avoir. C'est pour être câlineuse de bébé. Vous savez ce que c'est ou pas? C'est quoi ça? Et en fait, c'est dans les hôpitaux où tu as des enfants nés très prématurés, en fait, qui ont besoin de faire du pot à pot pratiquement toute la journée. Et t'as des parents qui peuvent ne pas être là ou des enfants qui naissent sous X, etc. Et en fait, tu t'inscris dans une asso. Bon, après, il y a plein de tests genre psychologiques pour voir si t'es apte parce que t'as des enfants qui meurent. Enfin, il peut se passer plein de choses, quoi. Et du coup, je m'inscris en ce moment dans une asso incroyable. Là, c'est trop notre daronne du trio. En tout cas, j'ai une information et j'espère que vous allez ouvrir grand vos oreilles. Depuis début septembre, Radio France s'engage pour aider les Restos du Cœur à travers des appels aux dons sur nos antennes. Donc moi, j'en profite pour vous rappeler de ne surtout pas hésiter à faire un don. Et pour ça, vous avez différentes options, soit en ligne sur le site des Restos du Cœur, soit par SMS en envoyant don au 9 24 24. Et à ce moment-là, un don de 5 € sera fait via votre opérateur. 5 € c'est rien et c'est donné à tout le monde. Vous pouvez aussi faire des dons de tickets restaurants en ligne ou par courrier, ou encore vous pouvez tout simplement envoyer un chèque ou un mandat libellé à l'ordre
l'ordre des Restos du Cœur à l'adresse située dans le 9e arrondissement de Paris. Bien sûr, toutes les informations sont sur notre site Radio France. Et sincèrement, si tout le monde se mobilise, les choses pourront changer. Et je pense que Coluche sera fier de nous. Alors là, on va enchaîner sur un autre sujet. On va parler Flouze, Moni, Kishta, Khalis, Wari. Hier, lundi 27 novembre, avec le Cyber Monday, s'est achevé le week-end du Black Friday qui a commencé ce vendredi 24, avec des résultats qui encore cette année ont prouvé la popularité de cette période de promotion dans la plupart des secteurs du commerce. L'entreprise Worldline, leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transactions, a enregistré, écoutez-moi bien, 12,9 millions de transactions électroniques rien que pour la journée du vendredi. On est sur une progression de 6,33% par rapport à 2022. Le Black Friday, c'est quoi ? C'est la journée de promotion agressive où de nombreuses enseignes cassent les prix. Et juste pour vous donner une idée, l'année dernière, près de 5,8 millions de Français ont participé à cette période de solde. Ça tombe très bien puisque ça arrive juste avant les fêtes. Beaucoup sont venus en profiter pour acheter leurs cadeaux de Noël, mais pas seulement. Là, c'est les cadeaux, vraiment. Oui, le cadeau et friteuse, ça vient de nous lâcher, donc c'était l'occasion. Il y a beaucoup plus de possibilités d'acheter des choses beaucoup plus onéreuses qu'habituellement. J'ai acheté 2 overboards. Combien au lieu de combien ? 159 au lieu de 258. Donc ouais, ça vaut le coup. Pourquoi vous rigolez ? Ça n'a aucun sens, les La friteuse, les overboards. Faut profiter, c'est moins cher, les filles. Black Friday. Alors là, je vous parle de la France, mais à la base, le Black Friday est né aux États-Unis dans les années 50. Il y a plein de rumeurs qui expliquent son nom. La première rumeur, c'est que le Black Friday viendrait d'une pratique esclavagiste. Il ferait référence au jour où les Noirs étaient exposés sur la place publique pour être vendus à des prix très bas. Les maîtres esclavagistes venaient liquider les esclaves qui leur restaient, mais historiquement, au niveau des dates, c'est pas possible que le Black Friday ait existé à l'époque de la traite négrière, mais pourtant c'est quelque chose qui revient tous les ans, notamment sur les réseaux sociaux. La deuxième explication, c'est que l'expression désignait à l'origine le vendredi suivant Thanksgiving. Et en fait, lors de cette journée, il y a beaucoup de travailleurs qui se déclaraient malades pour profiter de 4 jours de congés consécutifs. Quoi qu'il en soit, c'est en 1961 que le terme a été employé pour la première fois dans un contexte commercial. Et en tout cas, chaque année, les marques et les enseignes jouent gros selon leur secteur d'activité. Du coup, elles doivent attirer les clients à l'affût des bonnes affaires, c'est le game. Et d'ailleurs, en France, il y a encore 10 ans, c'était pas trop connu, mais aujourd'hui, ça cartonne chez nous et c'est surtout en ligne que les achats se font. Petite question, est-ce que comme moi vous avez reçu des milliers de mails promotionnels? Des SMS, les Sephora, les mails. Ouais. Mais c'est que jusqu'à maintenant on n'est plus vendredi. Moi aussi. Mais moi j'ai l'impression que j'en reçois depuis début novembre. Mais moi aussi. Sephora ils m'ont pas lâché. Tous les jours. Profitez de moins 25% à l'occasion du Black Friday. J'ai pas. Laissez-moi. Mais c'est le Black November. Mais de toute façon le Black Friday ça continue même pour beaucoup de magasins ça continue encore sur une longue durée sur les semaines qui suivent. Ouais. Donc, toi, Leïla, aujourd'hui, tu vas être notre experte en marketing. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs les stratégies mises en place pour pousser les consommateurs à acheter, surtout en période de Black Friday? Alors déjà, je vais être aigrie. Oh. Je vous le dis tout de suite, J'attendais la fin du Black Friday, même si je sais qu'il reste encore quelques magasins qui le font, mais moi ça y est, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Les SMS depuis le début novembre, j'en peux plus. C'est faux. Mais en fait, c'est comme les soldes, ça me gave, j'achète rien de soldé. Ouais. Mais du coup, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui nous poussait quand même à nous précipiter et à nous bousculer dans des rayons comme ça de magasins, un peu comme des poules, quoi. Mais c'est tout simplement parce que selon le magazine Discover Magazine, du coup, la première raison, c'est l'excitation en fait de faire des affaires. Et d'après des études de consommation, un acheteur ressent une satisfaction en se procurant un article à un prix inférieur à sa valeur habituelle. Et du coup, cette nouvelle acquisition, elle donne un peu un sentiment inné de fierté et d'accomplissement. Mais en fait, la publicité et le marketing des entreprises, ils se basent aussi sur le FOMO. Est-ce que vous connaissez le FOMO? Oui. Pour les soirées, ça genre, je veux pas rater. Moi, je pour les soirées. Mais dans ça, non. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est un phénomène anxieux. Donc le FOMO, en anglais, c'est Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est volontaire de la part des marques de créer une journée en fait, à laquelle tout le monde veut participer et où tu te dis, putain, si j'y vais pas, je vais quand même rater un overboard à 155 au lieu de 239. Voilà. Et du coup, souvent, on achète des conneries où on fait pas tant d'affaires que ça. On est juste obnubilé par le fait d'acheter une remise plutôt qu'un article. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'acheter quelque chose juste parce que c'est en réduction ou parce que c'est moins cher? Que celle qui l'a jamais fait ici lève la main tout de suite. Moi, je lève la main. Ah,
En vrai, je le fais pas parce que moi, je pense à mon budget. Ah Genre, ouais il y a des gens qui t'es disent. consciente de tout le temps de ton Je sais budget pas, imagine, t'as 100 €, tu te dis, j'ai 100 € et si le truc qui va être en réduction à 150, tu vas le prendre. Alors que si y a un truc tout neuf, tout cool et tout qui est à 90 €, tu vas être genre. Je sais pas. Flo, c'est nul. non, moi, non. Comme mentalité. Je suis pas une dépensière compulsive, mais il y a des fois, t'es en mode, j'avoue, ça vaut le coup. Moi, je sais tu vois que ce des que fois, je veux ça, dire c'est ou un pas truc de maman, tu vois, genre, Mais oh là là, on a psychologique. plein de lessive, mais viens, on va acheter encore de la lessive parce que là-bas, il y a une promo, tu vois. Ah non. Après, comme on l'a dit, ça attire des millions de personnes. Non, mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des conneries parce qu'elles étaient moins chères que ce qu'elles devaient être. Clairement. Mais du coup, tu disais que ça attirait beaucoup de personnes, Bah mais oui. parce qu'en fait, c'est difficile tout simplement de résister à un prix barré. Ah oui. Et des fois, en fait, c'est présenté de manière super agressive. Moi, je me sens agressée, je vous le dis. Alors qu'en vrai, on sait que c'est des produits qui sont vendus à petit stock, des modèles qui sont soldés, mais en vrai, c'est de la fin de collection, c'est de la fin de vie, c'est des trucs dont on veut se débarrasser. On a l'apparition à tous les Black Friday de marques inconnues, même pas fiables, qui nous font des réductions à 70%. Enfin bref, vous l'avez compris, le Black Friday, c'est aussi un moment pour les marques de sortir leur masque d'escroc et d'user d'outils marketing trompeurs comme les options ou les services rajoutés à nos paniers sans qu'on s'en rende compte. Juste avant le paiement, comme par hasard. Est-ce que vous trouvez que c'est de la manipulation quand même, ce genre de truc ? C'est de l'arnaque. Mais les filles, le concept même du marketing, c'est la manipulation, c'est d'entrer dans la tête des consommateurs en vous faisant croire que vous inquiétez pas, on est ensemble, mais bien sûr. Mais c'est bien vrai, sûr. en fait, la base du marketing, comme tu as dit, c'est ça, c'est de manipuler pour mener à l'acte d'achat. Et le problème, en fait, c'est que l'information, souvent, elle est biaisée. Et en fait, on trompe le consommateur, comme tu as dit. Et je trouve que moralement, déjà, c'est pas ouf. Donc, remettez-moi qui sont. Et du coup, ce genre de procédé, ça a quand même un nom. On les appelle les dark patterns. Et donc, du coup, la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, elle les a intégrés à la liste d'arnaques dont il faut se méfier pendant le Black Friday. Ok. Et en fait, ils appellent à vérifier les caractéristiques et les modalités de vente d'un bien ou d'un produit à chaque achat ou validation de panier pour les produits en ligne, quoi. Sachant que c'est surtout en ligne qu'on peut se faire avoir. Ouais, en fait, c'est en ligne que la tentation, déjà, elle est plus forte, que les tromperies, elles sont beaucoup plus nombreuses parce que le désir d'achat, il est décuplé, que ça soit à cause des publicités ciblées. Je sais pas si vous en avez sur Insta ou enfin, sur Google, je pense que tout le monde en a par rapport aux trucs que tu recherches et tout. Les prix barrés affichés en grand, les animations clignotantes pour capter l'attention et les relances par mail dont on parlait tout à l'heure. Mais aussi avec le marketing de l'urgence. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Bien sûr. Moi, non. En fait, le marketing de l'urgence, ça nous pousse à acheter vite avec des trucs du genre il reste plus que 3 articles, vous êtes actuellement 15 à consulter cette offre ou cette annonce et tout. Exactement comme Et c'est pour faux, les billets ça d'avion. Mais bien sûr que c'est faux. Ah ouais, Mais parce bien que sûr. mais après c'est sold out quand même, ça m'est déjà arrivé d'avoir Moi je pense que c'est de la 15 mise en t-shirts, page. et c'est genre Moi je pense que c'est de la mise en page parce qu'à chaque fois moi aussi je suis là en mode ok ma carte, il faut que je commence. J'ai chaud, j'ai 10 ouais. minutes, j'ai 10 minutes. Là je viens d'apprendre un truc, je suis vraiment choquée. À chaque Et fois tu que tu vois, veux c'est commander de la un billet d'avion, manipulation. c'est de la manipulation de ouf. Mais même, n'y crois plus. Ne soyez plus des moutons. Mais du coup, le marketing d'urgence, c'est un truc qui fait qu'on est happé par le plaisir immédiat du shopping. Et au final, la consommation, ça devient même un moyen juste d'évasion, tu vois. Est-ce que vous, quand vous êtes triste, vous faites des commandes de fringues, vous achetez quelque chose, est-ce que ça vous rebooste vraiment ? Je réitère, celle qui n'a pas fait ça, lève la main tout de suite. Là j'avoue. Mais par contre, ça dure jamais longtemps. Genre t'es satisfaite et au bout de Bah je sais sur pas, le coup, grave. le lendemain, tu dois t'es trop retourner vers le triste, magasin genre. parce que tu repleures, tu vois. Mais moi, les filles, quand je valide un panier, mais même s'il est super cher, je suis là, oh, je me suis fait plaisir. Bah moi, Après, des fois, tu je vois, valide un cadeau à panier, j'ai moi-même. l'impression c'est pas mes sous. Genre, je me dis, ah, trop bien. Et puis après, je suis là en mode, ah ouais, quand même. Ouais. Toi, ça te rebooste alors, du coup. Mais moi, ça me rebooste de ouf. Mais moi, je fais plus trop de commandes. Je suis en mode, je veux le truc maintenant, ça y est, je suis triste là. Je comprends. Wow. Le délai de livraison, on s'en fout. Mais du coup, pour revenir au procédé un peu bancal dont je vous parlais par rapport au Black Friday, c'est pas une fatalité en soi de se faire arnaquer. Parce qu'en fait, même s'il y a manipulation, l'acheteur, il est pas forcément victime de tout ça. Parce qu'on s'informe de plus en plus et on commence un peu à comprendre Internet. Faut juste un peu savoir naviguer du coup dans cette jungle des promos, quoi. Exactement, ne vous faites plus avoir, on n'est pas des moutons, ok ? Ok. On parle du Black Friday, le jour de dépense ultime pour les amoureux du shopping comme nous. Cette opération commerciale fait polémique, notamment pour les défenseurs de l'écologie qui soutiennent que le Black Friday incite à la surconsommation. Dans ce cadre, l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique, a sorti une campagne contre la surconsommation. Cette campagne, elle a été fortement
fortement décriée par les professionnels du commerce. Elle met en scène des dévendeurs au lieu de vendeurs qui craignent un impact sur leurs ventes lors de la période cruciale de fin d'année. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux? Hésitez pas, hein. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards? Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Imaginez, ça arrive dans la vraie vie. C'est super drôle. Très chouette. N'achetez surtout pas chez moi. Alors cette campagne, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a jugée maladroite et du coup elle vise clairement à inciter les consommateurs à ne plus acheter neuf et surtout à favoriser le recyclage. Et de son côté, bien évidemment, le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, s'appelle, il a ajouté qu'il refusait de retirer les spots. Il s'est exprimé ici même chez Radio France, chez nos confrères de France Inter. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Jérôme Cadet. Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez validé cette campagne. Allez-vous maintenant la retirer? J'ai validé cette campagne, je l'ai vue et je l'assume et elle ne sera pas retirée. Aucun des spots ne sera retiré? Aucun des spots ne sera retiré. Il faut comprendre une chose. Dans une journée normale, comme aujourd'hui, il y a 20 000 spots télé qui sont diffusés sur nos ondes. 53 spots sur les 20 000 de la journée d'aujourd'hui, c'est la campagne que vous décrivez. 0,2%. Que 0,2% du temps d'antenne publicitaire soit consacré à se demander si tous les achats sont utiles, franchement, vu les enjeux de transition écologique, ça ne me semble pas déraisonnable. Franchement. Vrai. Franchement. À la suite de cette série de spots, le mouvement des entreprises de France, les fédérations de commerçants, la confédération des petites et moyennes entreprises, bref, ils ont tous contacté le ministère de l'économie pour se plaindre de ces pubs qui représentent du coup 0,02%. Alors pour le coup, là, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière et justement, on en parlait en première partie avec toi, Leïla, on parlait du marketing tourné autour du Black Friday et je trouve qu'ils ont réussi leur coup parce que habituellement, c'est grâce à la pub qu'on achète des choses dont on croit avoir besoin. C'est comme ça, au final, que naît la surconsommation. Je pense que tu es d'accord avec moi, Flo. Ouais, bah justement, on parlait de l'inflation tout à l'heure, mais inflation ou pas, rien ne semble limiter notre besoin d'acheter des choses dont on n'a pas besoin en fait. Qu'importe les discours ambiants sur l'écologie, etc., on désire cet ustensile de cuisine qui va jamais nous servir. Coucou ma machine à raclette. Une fois par an. Non, mais je pourrais demander à mon voisin, tu vois. Il y a un truc même cette crème pour les mains qui va moisir au fin fond de son sac à côté d'un vieux ticket de caisse ou encore cette veste qui gardera son étiquette des mois et des mois. Et en fait, ces pratiques remontent. Bah ouais, c'est à partir de l'après-guerre donc, que des stratégies marketing ont été mises en place pour vendre. Donc par la publicité est née l'idée que consommer rend heureux. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant les 30 Glorieuses, l'un des indicateurs du niveau de bien-être des Français correspondait à la quantité moyenne de déchets qu'un ménage émettait. Et on aurait pu penser que le numérique et la dématérialisation allaient y changer quelque chose, mais pas du tout. On imprime les photos qu'on a sur nos téléphones pour en faire des albums et nos placards continuent de déborder à tel point qu'on ne sait même pas ce qu'on possède en fait. Il y a une étude qui a été réalisée sur 21 familles et le concept en fait c'était de faire l'inventaire de leurs objets. Donc en moyenne, chacun pensait posséder 16 paires de chaussures, c'est déjà pas mal, mais en réalité, ils en avaient 29 par personne. Donc en fait, quand on pense avoir 6 pantalons, dans la réalité, on en a 9. Et plus impressionnant, si on affirme posséder 34 appareils électriques ou électroniques, on en trouve 99. J'avoue, c'est énorme. C'est même plus qu'on a, on les regarde plus. Est-ce que vous êtes du genre à accumuler les choses chez vous d'ailleurs? Moi, je jette tout. C'est atroce. Je jette, je donne, Moi, j'aime bien faire du tri aussi. J'aime pas avoir des petites babioles, etc. Par contre, j'ai grave des sapes. Ouais, tout à l'heure, quand t'as parlé des sapes qui tombent là. Les sapes, j'ai beaucoup, mais pareil, les babioles, ça me dégoûte. Ouais. Je vire tout. Ouais, je suis pour une maison épurée. Parce que moi, j'ai une boîte à souvenirs où il y a de tout. T'as mon mais ancien ça Blackberry. Dans les gris-gris. Ça me rappelle ma grand-mère quand j'étais petite, elle avait tout. Il fallait rien jeter. Mais moi, j'ai même des objets ridicules. Genre, j'ai un bout de mon attel quand je me suis cassé le pouce, tu vois. Enfin, il y a des trucs que j'ai. Et en fait, j'ai l'impression que m'en séparer, c'est perdre une partie de moi. Et en fait, les objets qu'on possède ont une charge émotionnelle très forte et c'est limite eux qui finissent par nous posséder. Du coup, on les garde souvent par nostalgie du passé ou sinon par peur de l'avenir, les fameux au cas où. Alors que non, Florence, t'as pas besoin de toute cette vaisselle alors que tu peux à peine faire rentrer 6 personnes chez toi. Et en tout cas, pour Corinna Rose, coach en rangement, le trop-plein, c'est un fardeau. Il faut faire le vide. Elle en parlait chez Arte. Avoir moins d'objets autour de soi est apaisant.
Psychologiquement, le cerveau est moins sollicité et donc davantage disponible pour les tâches du quotidien et les temps libres. Il ne s'agit pas de tout jeter ou d'adopter un style de vie minimaliste, mais simplement de prendre conscience de ce que l'on veut avoir dans sa vie. Et vous, ça vous parle? Moi, je réitère, Corinna, présidente. Non, mais de bien fou. sûr, moi j'adore quand tout est clean, il Ouais. n'y a rien Ouais. qui traîne. Ouais. Genre les placards sont bien rangés parce qu'ils se ferment, tu vois. Genre, C'est ça, exactement. Moi, c'est tout ce Pareil. que j'aime. Toi, Ouais. t'es pas comme ça? Mais moi j'ai du mal, mais c'est vrai que quand j'ai envie de ranger dans ma tête, bah il faut que je trie chez moi, même mon téléphone, donc mes mails, mes messages. Enfin, Ouais. Ah, moi, par contre, dans mon téléphone, je suis bordélique. C'est une catastrophe. Ouais, moi, bah pour les photos, je dois en Bah, avoir moi, c'est même 3000 pas les genre. photos, mais je crois que j'ai Pas genre plus. 200 messages non lus. Ah. Ça je peux pas, tu vois. Après, il y a ceux qui collectionnent des choses bien précises. Ouais, apparemment c'est le cas depuis le début de l'histoire de l'humanité. Genre les sapiens collectionnaient déjà des objets type des silex usagés. Et c'est marrant parce qu'on nous apprend à le faire depuis qu'on est tout petit en fait, comme avec les coquillages par exemple. Ah oui. On estime qu'il y a 79% des gens qui l'ont déjà fait et que 39% continuent à le faire, avec dans le top des collections les pièces de monnaie et les timbres. La palme des collectionneurs revient aux plus de 65 ans, mais actuellement ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus nombreux. Est-ce que vous êtes adepte des collections? On va pas demander à Leïla. Moi, quand j'étais petite, je collectionnais les fèves et j'ai toujours la boîte des fèves chez ma mère. Mais aujourd'hui, non, à part les sapes, je collectionne pas. Moi, quand j'étais petite, j'ai essayé d'avoir des collections, mais ma mère, elle Mais jetait toi, tu tout. collectionnes les baskets, je suis sûre, non? Bah ouais, Ah, je collectionne ouais. les chaussures en général. Ouais, mais... bah les sapes, bah, les dans ce cas-là, chaussures, je les collectionne sacs. les t-shirts, les jeans. Ouais, mais il y a Non, des gens, c'est un business, tu vois, il y a un truc Ouais. Non, mais petite, Non, j'ai ouais. essayé de faire des collections, genre de cailloux, de trucs que tu trouves par terre et tout. mais ma mère, elle jetait tout le temps mes cailloux. Il y a les Barbies aussi. Ok. Bah Ouais, moi voilà. justement je fais ça, enfin moi j'ai plein de Barbies comme Johnny Depp Hein? et lui il raconte que en gros il les utilisait pour développer des rôles et tout et Ok. sur lui moi je trouve ça hyper glauque et d'ailleurs je pense que pour certaines personnes certaines collections sont des red flags ambulants. J'ai vu que 8% des Français ont déjà collectionné du coup des baskets et qu'ils étaient à la 3e place sur le podium de ceux ayant vécu des disputes de couple en raison de leur passion et ils À occupent cause de même baskets? ouais la 4e place ayant vécu une rupture amoureuse. À cause de des baskets? baskets. Et Mais en même temps, ça rend fou. T'as vu les drops Ouais. là, à 9h, les gens ils sont Grave. là. Moi, J'avoue. moi, tous les gens qui me disent ouais, tu peux te lever à 9h, t'inscrire. Je dis non. Tellement. Et J'avoue. même C'est la mort. frontière, C'est justement, un sacré elle est, business. elle est hyper fine aussi entre passion et obsession. C'est vrai, Et c'est exemple avec David, lui, c'est passion, obsession, banania. Il a plus de 10 000 objets chez lui de la marque de poudre chocolatée. Il raconte pour Le Parisien. Je suis un collectionneur de Banania depuis plus de 35 ans. Alors bien sûr, je vis Banania. Mais je dors Banania. Je roule Banania. J'ai commencé à 18 ans lorsque ma grand-mère m'a offert une boîte de Banania pour mon premier appartement. Mais c'est hyper chelou. En plus, Banania, c'est raciste de ouf. Il est bizarre. Il a dit je vis, je Mais je mange, me jure, je j'ai dors. vu des trucs de malade pendant mes recherches, genre. Et en fait, lui, c'est pas seul à avoir une collection insolite, tu vois. Et donc là, on va faire un petit jeu. Vas-y. Donc par exemple, si je vous dis pyrophiliste, vous me dites quelqu'un qui collectionne les briquets, logique. tu vois. Évidemment, mais bien sûr. Allez là, Non, mais on là, savait. je savais. Oh. Du coup, je vais vous en donner des compliqués et il faudra trouver. Si jamais c'est trop galère, je vous ferai des propositions. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un héméto-aérosagophile? Ok, c'est entre quelqu'un qui collectionne soit les seringues, soit les sacs à vomi. Mais non, Je non, te c'est une crois blague, pas. c'est pas possible. Eh ben, je vous jure. Mais c'est les sacs de son vomi sacs à vomi de quelqu'un Tout d'autre? On peux vomit pas y à croire. quelle heure en fait? Ok, Bah, bref. c'est les sacs à vomi, ouais. Ok. Collection Donc, de c'est dégueu. fou. Hein. Moi, je juge pas, mais là quand même. Et là, un obituarophile. Donc, c'est entre quelqu'un qui collectionne les faire-part de décès ou les objets violets. Ok. Bah super. Allez, c'est Mais super. c'est surtout qu'il y a beaucoup de rapport entre les objets violets et les. Bon allez, on va s'arrêter parce que là ça va partir très loin. On va collectionner les cacas, les ci, les là. Je rebondis juste sur une chose. C'est vrai que la surconsommation peut avoir des impacts dévastateurs et à l'occasion du Black Friday, je trouve que c'est quand même important de comprendre l'impact de nos achats. Je sais pas si vous le savez, mais sur les millions de colis expédiés en l'espace de quelques jours, environ un quart sont renvoyés à l'expéditeur par les consommateurs, consommatrices de moins de 30 ans. C'est nous. Et en réalité, plusieurs recherches ont prouvé que les marques ont bien plus d'intérêt aujourd'hui à détruire les invendus pour limiter les frais
frais de stockage plutôt que de les reconditionner et les revendre à des prix encore plus bas. Et du coup, pour lutter contre ce gaspillage, il existe aussi le Green Friday qui a été lancé en 2017. Pour vous expliquer, le Green Friday réunit des associations et des entreprises autour d'un même but, promouvoir une consommation responsable et raisonnée et redonner le pouvoir aux consommateurs dans la maîtrise de leur acte. Vous avez entendu parler du Green Friday ? Moi, j'avais vu ça sur les réseaux. Voilà. Ça existe. On est dans la deuxième partie de notre émission. Je suis toujours avec Florence et Leïla. On est là pour débriefer l'actu culture et société sans tabou. On a décidé aujourd'hui de s'intéresser à un fléau qui persiste et dont on parle toujours, les violences conjugales faites aux femmes. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les associations féministes et les syndicats ont appelé à manifester samedi dans toute la France pour une meilleure protection des femmes victimes de violences. À Paris, la marche a rassemblé 80 000 personnes entre la place de la Nation et la place de la République selon Nous Toutes et la CGT et 16 500 personnes selon la préfecture de police. Toujours Alors, comme d'hab. on sait pas. Moi j'y étais, on était beaucoup. Je pense qu'on est plus proche des 80 000 effectivement. Alors des milliers de personnes ont manifesté à Paris, à Lyon, à Nantes ou encore Strasbourg pour réclamer au gouvernement des moyens supplémentaires. Pour vous parler du gouvernement justement, la proposition de loi de l'ancienne sénatrice centriste Valérie Létard va entrer en vigueur ce vendredi, le 1er décembre. Et cette loi va permettre une aide financière d'urgence versée par la CAF aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de quitter le domicile. Donc ça sera une petite aide en plus. C'est une aide d'en moyenne 600 € avec un minimum de 243 €. Mais le montant peut varier selon les ressources et le nombre d'enfants. Alors, je tiens quand même à souligner que le président Emmanuel Macron a insisté sur les actions déjà mises en place, comme l'élargissement des horaires du 3919, le numéro national, la mise en place d'une plateforme numérique d'accompagnement, la facilitation du dépôt de plainte, l'augmentation du nombre d'enquêtes dédiées, le déploiement de téléphones graves danger et de bracelets de danger immédiat. Mais malgré ça, pour les associations féministes et les syndicats, on est encore loin du compte, sachant que le montant requis pour lutter efficacement contre les violences conjugales a été évalué à plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Donc là, on va écouter une des membres du collectif Nous Toutes qui s'exprimait samedi sur la place de la République. Les pancartes que vous voyez ne sont pas là pour faire joli. C'est 854 femmes assassinées seulement depuis le début du quinquennat par les mains de leurs conjoints. 1000 orphelins depuis le début du quinquennat. Ceci n'est pas une cause politique, mais une réalité dramatique. Le drame, justement, c'est qu'à la date du 17 novembre 2023, on comptait déjà 121 féminicides depuis le début de l'année. Je suis allée sur le site Nous Toutes, où est répertoriée la liste des féminicides avec le nom des victimes, leur âge et l'histoire de leur meurtre. Franchement, c'est horrible parce qu'il y a de tous les âges. On en parlait aujourd'hui avec les filles. Il y a de tous les âges, toutes les villes. C'est en France de partout et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. En fin de compte, moi, je me demande qu'est-ce qui pousse un homme à commettre ce genre d'acte ? Comment est-ce que ça commence, Flo ? Ouais, déjà, il y a 9 jeunes femmes sur 10 qui ont déjà vécu une forme de violence dans leur couple, tandis qu'il y en a 6 d'entre elles qui ont déjà douté de leur perception. Donc c'est pour dire à quel point on ne sait pas trop où est-ce que ça se situe. Donc c'était à base de peut-être que ça compte pas s'il a fait ça, c'est rien, j'exagère, puis là c'est raison. En fait c'est énorme, 6 femmes sur 10. Et en fait c'est parce que tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas des coups ou rien, c'est pas un connard ou un type génial, mais par ailleurs il y a quand même des choses qui se discutent pas. Déjà il faut faire la différence entre conflit et violence dans un couple. Ouais, complètement. En fait, les violences conjugales ne sont pas une catégorie d'un conflit parce qu'elles sont de nature différente. Le conflit, c'est hyper important dans une relation. Ça cristallise un désaccord sur un objet entre deux personnes du coup, qui sont égalitaires et en capacité l'une et l'autre de s'exprimer. C'est ça. Et c'est le fait, du coup, je sais pas, par exemple, d'aimer les ballerines ou pas. On n'a pas complètement la même vision des choses ni les mêmes goûts. Et dans ces cas-là, je peux décider que pour moi, c'est impossible d'être en conflit avec cette personne. Dans notre relation, on est en conflit par rapport aux ballerines. Ouais, et c'est pas pour autant qu'on va être dans une relation toxique, tu vois. Et c'est très différent, alors que la violence, elle, c'est sous n'importe quel prétexte pour affirmer sa domination. C'est demander à quelqu'un de se changer, par exemple. Et du coup, c'est une manière d'avoir le contrôle sur quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est sur son corps. Et la violence, elle commence dès que l'emprise s'installe et ça peut être très insidieux. Si tu ne le fais pas, la personne te le fera payer par de la violence qui peut se traduire de plusieurs manières. Effectivement, il y a plusieurs types de violences. Ouais, donc on pense toujours aux violences physiques, mais il y a aussi des violences verbales qui se traduisent du coup par des insultes ou des moqueries. Et souvent jouer sur la carte du mais c'est bon, c'est une blague. Tu vois, rabaisser, c'est horrible. On a aussi le harcèlement moral, donc ça peut être des SMS incessants, t'es avec qui, vous faites quoi, et le fait aussi de demander d'être joignable en permanence, donc genre t'harceler quand en fait il sait que t'es pas libre, donc réponds-moi, t'as bien 2 minutes, etc. Voire aller jusqu'à géolocaliser la personne. Sinon on parle de violence psychologique quand le partenaire cherche à culpabiliser la victime, l'humilier, donc ça peut être du chantage affectif, c'est
si tu continues à parler à un tel, moi je te quitte, etc. Et d'ailleurs, la jalousie est souvent utilisée comme prétexte, comme si c'était une preuve d'amour en fait. Et on a également des violences sexuelles qui concernent tout geste non consenti. D'ailleurs, c'est la moitié des vols sont des viols conjugaux. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une étude sur ça du Haut Conseil entre les hommes et les femmes qui estimait qu'une femme sur 3 avait déjà eu un rapport sexuel suite à l'insistance de son partenaire, alors qu'en fait, elle n'en avait pas du tout envie. Bah ouais, carrément. Et donc ça fait aussi partie des violences qui peinent à être conscientisées par la population, comme d'ailleurs les violences économiques. Ça peut être le fait de vivre avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus que soi et faire 50-50, ou encore aller jusqu'à contrôler ses dépenses, par exemple. En plus, ça, c'est des choses qui sont pas du tout, qui sont pas forcément visibles d'un point de vue extérieur. Ouais, il y a une campagne réalisée par l'association En Avant Toutes, dont je fais partie. Du coup, c'est une asso qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et cette campagne, je la trouve très juste. Ma fille a un nouveau copain. Il est plein d'humour, il se taquine tout le temps. Il me traite de grosse truie. Et quand je dis quelque chose, il dit que c'était pour rire. Ils passent leur temps derrière leur téléphone à s'envoyer des petits messages. Il me harcèle en permanence. J'en peux plus. Il tient vraiment à elle, ça se voit. C'est la prunelle de ses yeux. Je peux même plus voir mes amis tellement il est jaloux. C'est beau les amours de jeunesse. Puis on est tellement libre à cet âge-là. J'étouffe. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Leur souhaiter le meilleur ne suffit pas. Chez En Avant Toutes, nous accompagnons les jeunes victimes de violences. Aidez-nous à aider vos enfants. Faites un don sur enavanttoutes.fr. Ça m'a mis trop mal. C'est si émouvant. Genre, et en plus, moi, je trouve que ça permet vraiment de questionner son rôle en tant que proche, parce qu'en fait, quand tu vois pas, t'as pas forcément l'impression d'être au cœur de ce qui se dit vraiment. Et en même temps, c'est aussi super délicat de faire une remarque à quelqu'un. Tu sais pas vraiment ce qui se passe en interne. Dans son couple aussi. Exactement, il y a plein de personnes qui osent pas en parler aussi parce qu'elles se disent, mais après, il va détester cette personne et moi, je vais y retourner. Donc, il y a un truc aussi, c'est hyper dur d'être proche. On pourrait y consacrer vraiment toute une chronique, mais juste si on a l'énergie, c'est important d'être présent, même si ça peut être long. On estime qu'une victime met généralement 6 à 7 allers-retours avant de se barrer définitivement. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'avant-relation. En fait, j'entends souvent des copines me dire, en fait, moi, je suis attirée par les red flags. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et est-ce que vous comprenez l'idée On s'est regardé avec Leïla en mode alors, nous, les red flags, on est mais même, il y a un truc sur Instagram, tu vois, avec les vidéos, genre... de red flag et la personne qui court vers ça. Non, il y a plein de gens qui disent quand il a tous les red flags et qu'au final tu veux trop te marier avec, etc. Non, vous non. Non, clairement pas. Les filles, il n'y a pas plus toxique. Ouais, moi je suis quelqu'un, dès qu'il y a un truc qui me gêne, je me casse. Mais je capte l'idée de te dire que vas-y, t'as changé quelqu'un. Genre, de base il était comme ça, mais c'est moi qui l'ai changé ou grâce à moi il a fait ci, il a fait ça. Mais après, souvent en plus, c'est qu'on se dévalorise et qu'on a l'impression qu'on mérite pas mieux que quelqu'un qui nous maltraite en réalité. Et c'est un peu la phrase faut s'aimer avant d'aimer. Donc, bon. Et en tout cas, ce concept de red flag, à la base, c'est tout con, mais ça vient du drapeau rouge sur les plages. Et avec Internet, ça s'est étendu à tout et n'importe quoi. Mais à la base, c'est une notion hyper essentielle. Chez En Avant Toutes, on l'utilise comme un outil et qui sert au violentomètre. Du coup, c'est une notion qui permet de comprendre les mécanismes de la violence. Et du coup, ça se présente sous la forme d'une frise qui décrit ce qu'on appelle l'escalade de la violence. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, en haut, t'as tous les green flags, du coup, c'est sain, c'est super, etc. Et plus on descend, plus on doit faire preuve de vigilance avant d'arriver au stade où, en fait, faut partir ou demander de l'aide parce que la situation constitue vraiment un danger. Donc là, on va essayer d'en créer un ensemble, si ça vous tente. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre justement dans les greens? Donc, c'est quoi pour vous qui dicte une relation saine? La communication. Ouais, la complicité. Le respect. On adore. L'amusement. Ouais, le délire. L'attirance, etc. Tu vois. Ouais, justement, justement, dans l'outil, on a des trucs du style est content quand tu es épanoui, donc se réjouir de ton bonheur, ça, c'est trop bien. a confiance en toi, etc. Donner de l'attention, très important. Et des ça paraît hyper logique, mais je vous jure que c'est rare. Hein. Vraiment, il y a... Ouais. Et maintenant, quel genre d'action pourrait laisser présager de la violence? À partir de quoi on devrait justement faire attention? Ne pas être considéré. Moi, vraiment, ça commence genre, à partir de là. Tu sais, un mec qui sait pas gérer son énervement, qui se met à taper dans des trucs quand là, il est fâché. Là, tu pars directement dans la violence, la justement, grosse violence pas considérer, rouge. Ça va vachement avec un truc qu'on a justement qui est t'ignores des jours quand il est en colère. Voilà, ça pour moi, ça commence. Psychologique, voilà. Le fait de pas parler. En même temps, tu peux rien dire, mais il y a un truc de...
Ouais. La nouvelle. Mais ça, c'est une torture psychologique atroce. de ne pas donner de nouvelles, de ne pas parler à Et ton... toi, tu disais qu'on était déjà dans la violence dans. Ouais, moi je trouve que ça commence Non, mais à moi, partir de là. je parle pas de genre t'insulter toi. Ouais, ou, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ou justement, frapper dans un mur ou casser des objets, se mettre ouais, à ça frapper compte dans pas. un mur, Oui, bah oui. se mettre à crier et tout. Ouais, Bah, tu vois, c'est là, l'étape t'es d'avant, un adulte. justement. Voilà, pour moi Ouais. ça c'est l'étape d'avant, on va dire que c'est le orange foncé. Ouais. Ça, ce que toi tu dis, ça commence, là c'est le rouge direct. Là, c'est Dès rouge. qu'il y a de la Exactement. colère, vraiment, et que ça Ouais. se traduit en geste, ouais. Et du coup, dans le bas de la frise, c'est-à-dire quand la personne doit agir, vraiment partir, vous pensez à quoi? Bah les coups du coup. Bah ouais, les insultes. Les insultes et les coups. Ok, bah franchement, il y a bien sûr les deux, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont très graves et auxquelles on pense pas forcément. Il y a des trucs du style, bah juste t'isole de tes proches, Ouais. c'est hyper grave et ça C'est peut vrai. vraiment te mettre Et en plus, seule, ça, c'est un truc qui arrive souvent et qui Ouais. est super progressif. Enfin, tu t'en rends pas compte et d'un coup, tu te rends compte que t'as plus d'amis. Grave, mais ça fait partie de l'emprise, justement. Ouais. Justement, ça fait aussi partie de l'emprise de te traiter de folle quand tu lui fais des reproches. Voilà. Il y a aussi les menaces au suicide. On peut trouver l'obligation d'avoir des rapports sexuels ou même de regarder du porno. Enfin, en tout cas, Ah ouais, ça, tout acte qui je est savais même pas consenti. que. Moi non enfin, plus. Ouais. Et en tout L'obligation cas, de regarder du porno, c'était pas un truc que j'avais à l'esprit du tout. Bah ouais, et en tout cas, si cet outil vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur internet très facilement. Ça s'appelle du coup un violentomètre. Mais c'est merci. Trop Franchement, bonne c'est, découverte, ouais, en tout très cas. très très bonne découverte. Et ce qui est dingue, c'est que parmi tout ça, il y a des choses qu'on accepte en se disant forcément, mais non, ça va changer, ça va Ouais. évoluer, nanani. Mais tellement, c'est avec ce que disait Leïla, l'idée que On on peut pense changer au quelqu'un. potentiel Ouais. de quelqu'un. Et alors aussi, parfois, on se dit que c'est juste normal parce que c'est ancré dans nos imaginaires. L'amour doit être passionnel et la passion, ça peut être toxique. C'est toxique. Inae Benaben, une des fondatrices d'En Avant Toutes, en discutait dans le podcast Le cœur sur la table. Ce qu'on voit beaucoup sur le chat, c'est que quand on est dans une relation violente, quand il y a une relation violente, l'amour est utilisé comme prétexte pour exercer des violences et pour exercer de la domination. C'est-à-dire que le terme d'amour, le fantasme de l'amour, l'imaginaire de l'amour dans lequel elles ont envie de se projeter, et je dis elles parce que c'est souvent les femmes qui vont subir cette domination, va être retourné contre elles et va être utilisé comme un argument. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir tes amis garçons parce que moi je t'aime trop et j'aurais tellement peur de te perdre. On va jouer sur le fantasme de l'amour est quelque chose d'indicible, c'est une émotion forte qu'on ne peut pas contrôler, qui est un imaginaire social collectif, pour expliquer ou pour prétexter du contrôle, de la domination et de l'exertion de violence. N'importe quoi. Franchement, c'est incroyable. Ouais, et cette idée, d'ailleurs, que l'amour est inintéressant que s'il est excessif, ça date du XVIIIe siècle. Ouais, l'origine du coup de ce malentendu viendrait en grande partie de la période du romantisme du 19e, dont on peut trouver l'essence en sa célèbre formule de « il faut romantiser le monde ». Et du coup, en voulant romantiser le monde, ce siècle aurait largement contribué à euphémiser les souffrances et à rendre désirable une certaine intensité d'émotion. Et on peut... on doit en fait souffrir par amour. L'amour doit faire mal à tel point qu'il pourrait expliquer le meurtre, justement. Non, bah non. Enfin, tu vois, j'ai une anecdote à vous raconter. Quand j'étais au lycée, ma prof de français nous avait amenés au tribunal pour assister à un jugement. Je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, parce que c'était le procès d'un homme qui avait défenestré sa compagne. Donc en fait, c'était un féminicide, bien sûr. Et il l'avait jeté par la fenêtre parce qu'elle voulait le quitter parce que de base, il était violent et elle avait refait sa vie. Donc lui, il l'a défenestré, il l'a tué devant leur gosse de, je crois qu'il avait genre 3 ans, l'enfant. Il a assisté à cette scène. Et au tribunal, j'oublierai jamais cette scène, il pleurait, mais il pleurait genre à chaudes larmes, comme s'il avait perdu un proche, un parent, etc. Et il a répété, mais vraiment, il a répété plusieurs fois, je l'aimais, et elle s'appelait Sakina, j'oublierai jamais. Je l'aimais Sakina, je l'aimais Sakina, je l'aimais Sakina, je voulais pas. Du coup, ça m'est resté en tête. Je dois avoir 15-16 ans. Alors que non, on ne tue pas par amour. Un crime passionnel, ça n'existe pas. Et justement, ça s'appelle un féminicide. Et ça arrive à une femme tous les 3 jours en France. D'ailleurs, j'ai vu cette pancarte à la manif qui m'a glacée. C'est dans 15 féminicides, c'est Noël. Ah, moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux, ça m'a... Oh là là, c'est ouf. Aujourd'hui, on retrouve le fait de romantiser la violence partout aussi dans la pop culture. Ouais, on le voit dans les chansons, par exemple, comme quand on entend Midsizer dire « Laisse-moi rêver que tu meurs afin que personne d'autre ne tombe sous tes charmes. » Ça va pas, Ça, c'est dans le son Le Code. En plus, je l'adorais avant, donc je me dis merde. Et en fait, pour les inattentifs, du coup, il a dit « Laisse-moi rêver que tu meurs pour que personne d'autre ne tombe sous tes charmes. » Donc bon, hallucinant quand tu te concentres. Et c'est aussi partout dans l'audiovisuel, comme dans les Disney, avec la quête ultime du prince charmant. Par exemple, au détriment d'une voix avec Ariel. Est-ce que vous avez des idées, des films qui vous viennent en tête ou autres, qui romantisent la souffrance, le sacrifice ?
Non, par contre, enfin non, là comme ça non, mais si tu veux parler des Disney, en vrai, Blanche-Neige ou encore Aurore, elles sont clairement soumises en fait. Enfin, c'est grâce à l'homme qu'elles vont pouvoir se réveiller, qu'elles vont pouvoir vivre la vie parfaite. Nanana. Bon, je sais pas si c'est une forme de violence, et même mais Cendrillon, bon. ça se met un peu Clairement. à l'encontre de sa famille, des femmes du coup, clairement. du taf pour aller genre. Parce qu'elle a des beaux pieds. C'est ça. Sinon, non, moi c'est dans Gossip Girl, Chuck et Blair. Ouais. Mais en fait, en plus eux, ils alimentent le truc de. En fait, si dans ton couple c'est trop facile, c'est que ça en vaut pas la peine. Genre en mode il faut souffrir, il faut se tromper, il faut être méchant l'un avec l'autre, se faire des coups dans le dos et tout, pour qu'à la fin, au final, tu sois apaisé parce que même t'as fait toutes les merdes beau, possibles. Tu peux, genre, alors que et il y a plein de filles qui disent tu sais genre là j'ai rencontré machin et tout, mais il m'aime trop, je sais pas, c'est bizarre. Bah non, c'est trop bien, t'as de la chance. Il y a tellement rien de beau dans l'amour toxique. C'est ces représentations-là qui participent aussi parfois à la honte d'en parler parce que ça provoque un sentiment d'exagération chez les victimes qui se disent tout le monde vit ça, de la souffrance normale, d'avoir mal et tout. Et en tout cas, sachez que nous, on vous croit, qu'en plus, c'est pas votre faute et vous n'y pouvez rien si vous êtes victime de ça. Si vous avez des doutes d'ailleurs sur votre relation, vous pouvez en discuter avec des professionnels sur le chat d'En Avant Toutes. Il est disponible sur le site commentonsaime.fr, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est dispo du lundi au jeudi de 10h à minuit et du vendredi au dimanche de 10h à 21h. Merci Flo, le site En Avant Toutes. Ouais, sur commentonsaime.fr du coup. Ok, en tout cas, retenez bien quelque chose. Les violences conjugales sont punies par la loi, qu'elles visent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Et justement, il existe 3 types de sanctions pénales pour les violences physiques, parce que tu l'as dit, Flo, il y a plusieurs types de violences. Pour les violences physiques, les sanctions dépendent du nombre de jours d'incapacité totale de travail, d'ITT, que ces violences ont entraîné pour la victime. On va regarder si l'ITT est inférieur, égal ou supérieur à 8 jours. En cas de violence psychologique, la peine maximale est de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. En cas de viol, la peine maximale est de 20 ans de prison. Et en cas d'agression sexuelle autre que le viol, les peines sont de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Donc réfléchissez bien avant d'être violent, messieurs. Il est 20h17, vous écoutez La pluie et le beau temps, l'hebdo qui décrypte l'actu culture et société. Avec Florence et Leïla, on vous parle des violences conjugales faites aux femmes. On vous parle des violences conjugales faites aux femmes suite à la marche qui a eu lieu samedi dans les grandes villes de France à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Florence, tu nous as expliqué le processus tout à l'heure, comment les violences s'installent progressivement et même insidieusement dans notre société. Mais c'est vrai que si on parle souvent des femmes victimes, on entend moins parler des enfants qui sont co-victimes de ces violences. Parmi la liste des féminicides, juste pour l'année 2023, il y a aussi des enfants de moins de 18 ans parce que oui, le terme féminicide, c'est simplement le fait de tuer une femme. Donc il y a eu Rose, il y a eu Chloé, toutes les deux âgées de 5 ans. Il y a eu une adolescente de 13 ans dont on ignore le nom mais qui a été poignardée par son père. Ou encore Loana qui était âgée de 10 ans. Alors enfin bref, c'est juste horrible, aucun enfant ne devrait subir ça. Et justement, j'ai lu dans un article qu'en France, environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré des formes de violence physique et ou sexuelle. Et c'est toi, Leïla, qui va nous en parler. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, je voulais parler du coup des enfants qui vivent au milieu des violences conjugales, comme tu me disais. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les enfants, c'est pas des victimes collatérales, en fait, c'est aussi des victimes directes. Parce qu'en fait, ils voient et ils entendent tout ce qui se passe dans leur maison. Et pour les enfants, l'exposition au quotidien, aux violences conjugales, et ben, ça le met dans une position un peu impossible parce qu'il a besoin aussi d'être proche d'un de ses parents qui violente un autre de ses parents sans forcément être violent avec lui, et c'est quand même assez compliqué à vivre, je pense. Et il faut savoir aussi que dans 40% des cas, par exemple, la violence commence à partir de l'annonce d'une grossesse. Donc l'enfant est le premier impacté à cause du stress qui sera vécu par la femme enceinte. Et tout ça, ça peut provoquer des accouchements prématurés, un bébé avec un petit poids à la naissance, un retard de croissance, etc. Enfin, l'enfant est directement touché, quoi. Ouais, et après, il y a de nombreux cas où la violence se généralise à tous les membres de la famille. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça peut même être un déclic pour certaines femmes victimes de violences conjugales qui acceptent, elles, de les subir quand ça les touche elles directement, mais qui trouvent ça inacceptable quand ça touche à leurs enfants. Et parmi celles qui réussissent à quitter leur conjoint, du coup, il y a une grande majorité qui l'ont fait pour protéger leurs enfants qui devenaient victimes aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup quels vont être les effets de ces violences conjugales sur l'enfant et sur son développement ? Alors en fait, les violences, elles vont impacter de manière très négative en fait la construction de l'enfant, parce que comment vivre en fait avec la culpabilité de voir sa maman se faire frapper sans pouvoir faire quelque chose, ou encore la culpabilité d'aimer et d'avoir besoin de la personne qui fait du
du mal à notre maman. Et après, chaque enfant réagit différemment et gère le trauma à sa manière. Il n'y a pas de comportement type d'enfants qui ont grandi au milieu des violences conjugales. Et même à l'adolescence et à l'âge adulte, tu vois, ils pourront avoir des difficultés, que ce soit à réguler leurs émotions, ou ils pourraient même être amenés à avoir des comportements à risque ou des recours à la drogue ou à l'alcool, etc. Mais après tout, ça ne veut pas forcément dire que chaque enfant qui a grandi dans un foyer marqué par les violences conjugales deviendra violent à l'âge adulte lui aussi, quoi. C'est vrai, et heureusement d'ailleurs. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop les prendre en charge, ces enfants. Alors oui, quand on est un travailleur social, un magistrat ou un policier et qu'on se retrouve face à un enfant dans une affaire de violence conjugale, on a plutôt tendance à l'interroger en tant que témoin, alors qu'il faudrait l'interroger en tant que victime. Parce qu'en fait, on a dans l'esprit qu'on n'est pas, si on n'est pas blessé physiquement ou la cible de la personne violente du foyer, on n'est pas une victime. Mais les institutions, en fait, elles sont juste pas assez formées aux violences intrafamiliales et conjugales et à ce qui est un enfant ou même un adulte traumatisé. Du coup, comment on fait pour les aider, ces enfants ? Alors, de l'aide, ils peuvent en trouver partout, tu vois, que ça soit à l'école, dans des associations, chez le médecin, à la pharmacie, même juste, juste auprès d'un adulte en qui on a confiance, tout simplement. Mais après, pour guérir les traumatismes liés aux violences, il va surtout falloir que l'enfant il sorte de l'environnement violent. C'est vraiment le critère numéro 1. Parce qu'en fait, c'est impossible de les aider si les violences, elles continuent. Et en France, c'est un truc qui est quand même assez compliqué encore aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est compliqué de soustraire l'enfant et le parent protecteur de toute la violence d'un foyer, mais aussi parce que c'est compliqué de soustraire un enfant à l'autorité parentale de son parent violent. Et donc du coup, si le parent est toujours là, il y aura toujours une emprise. Oui, ils sont dans un cercle vicieux en fait. Ou sur l'enfant, quoi. Ok, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. En tout cas, quelle que soit la violence subie, qu'elle soit ancienne ou récente, sachez un truc, c'est que les conséquences, elles sont forcément lourdes et importantes dans votre vie. C'est important d'en parler à une personne de confiance ou même à des professionnels de santé, je sais pas, une assistante sociale ou à une association spécialisée. Du coup, moi, j'en profite pour vous rappeler que le numéro national, le 3919, existe, qu'il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À savoir aussi que ce numéro propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Surtout, n'oubliez pas qu'il est gratuit et qu'il garantit votre anonymat. J'espère que vous entendez le son derrière. Sexual Healing de Marvin Gaye. Là, franchement, je vous préviens, âme sensible ou prude, s'abstenir. Désolé les parents, désolé les darons, les tatas, parce que là... C'est l'heure des enfants. C'est l'heure des enfants. On va parler de choses qui peut-être vont vous choquer. On va vous parler de Frenchy Shore, la télé-réalité qui fait polémique depuis son lancement. En gros, c'est une télé-réalité trash où 10 candidats sans complexe font la fête et couchent ensemble dans une villa du Cap d'Agde. Ouais. C'est vraiment les deux activités. C'est clairement ça. Frenchy Shore, en fait, c'est la version française d'un programme américain qui s'appelle Bienvenue à Jersey Shore, diffusé à partir de 2009 sur MTV. Et ça a tellement eu un succès qu'elle a ensuite été exportée au Royaume-Uni sous le nom de Geordie Shore. Et en France, c'est la même recette. Et donc du coup, il y a zéro. Mais quand je vous dis zéro, c'est genre zéro filtre. Je vais vous faire écouter juste 2 extraits des épisodes qui sont déjà sortis. Je répète, âme prude, s'abstenir. Âme prude. Pour moi, c'est le meilleur cheval de la villa. Et il me tarde de savoir et de donner mon avis, mais il nous reste encore du temps. Tu veux voir ce que t'as fait faire à mon sexe? Vas-y, montre-moi. Regarde, tu m'as fait bander là. Elle est plus grosse que cette banane? Juste viens toucher un peu. Juste viens toucher. Refais voir vite. La chauffe, elle me baisse mon gilet pare-balles. Et là... Que le show de la baise avec Auriel commence. Faut voir nos têtes. On est là genre dépités, genre les filles elles rigolent, moi je suis là genre oh. Du coup l'émission elle est diffusée depuis le 11 novembre sur MTV France et sur Paramount+, qui est une plateforme de streaming. Et donc vous l'avez compris, il y a 2 mots d'ordre pour cette saison, alcool et sexe. Alors forcément, avec toutes ces scènes trash et vulgaires, c'est remonté jusqu'au gouvernement et la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, s'est exprimée dans Le Parisien. Elle a dit, je cite, « N'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux, on est à la limite de la pornographie et ça c'est de la télé-réalité. On n'est pas dans le registre de la fiction, d'un film ou d'une série, avec le recul que ça implique pour des adolescents qui vont se dire c'est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique. » Alors comme je vous l'ai dit, c'est une adaptation américaine et qui cartonne vraiment depuis 2009. Flo, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce qu'on peut estimer que selon les codes et les valeurs de la France, le pays n'était pas prêt pour ce type de programme trash? Je pense, mais bon, en tout cas, Jean-Edouard et Loana peuvent aller se rhabiller. Frenchy Shore est en train d'affoler tous les tenders les moins croustillants du bucket, comme dirait Enzo pour ceux qu'on la rêve. Alors qu'on se lassait des problèmes de télé-réalité redondants et trop lisses, et ben nous voilà servis avec du trash.
Là-dedans, on peut y voir globalement des candidats qui couchent en plein milieu du salon avec un foutage qui est vraiment douteux, des disputes à base de ta grosse chatte. Ça s'en souvient. Trop drôle. Ouais, épisode 1, direct. Des gens manger du caca, littéralement. D'autres qui twerk en string pendant qu'ils font leurs courses normales. Bref. Pas le genre de série à regarder en famille avec un plaid et des céréales, ni à montrer aux gosses pour qu'ils arrêtent de chouiner. Et justement, pour la ministre de la Culture, comme tu l'as dit, c'est too much. Elle souhaite que l'ARCOM, donc l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, agisse pour le bien des mineurs qui peuvent tomber dessus. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible. Bah ouais, en gros, c'est diffusé sur MTV France, qui, comme son nom ne l'indique pas, est basé en République tchèque, et sur Paramount, qui lui est basé en Angleterre. Résultat... en Allemagne, non en Allemagne, pardon. Ouais. Résultat, le programme échappe à la législation française. Concernant les réseaux sociaux, l'ARCOM n'est pas non plus compétente pour les réguler. Tout ce qu'elle peut faire, c'est demander aux sites porno de respecter la loi, mais en fait, elle peut rien faire pour les autres contenus. N'empêche que cette dérive trash qu'on pointe du doigt, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais Love Story. En fait, il y avait beaucoup plus de critiques à l'époque sur ce programme-là. Vous, les filles, je sais que vous avez regardé les premiers épisodes de Frenchy Shore. Est-ce que ça vous choque? Leïla. Moi, en soi, ça me choque pas. Ça y est, on est adultes, tu vois. Et puis même, en soi, je suis sûre que dans les téléréalités qui passent à 18h, il se passe la même chose. C'est juste que c'est pas monté parce que ça peut pas être montré à ces heures-là. Mais c'est des groupes de jeunes en vacances. Non, mais en soi, je suis outrée, les filles, quoi. Non, mais franchement, tu peux être outrée et tout et te dire que c'est pas un truc que tu ferais, machin. Mais il y a ce délire de... En vrai, tu mets des jeunes en vacances dans une villa avec plein d'alcool. Et même les gens qui regardent des soirées. Ça, quoi. Voilà. Alors, on est d'accord, on sait ce qui se passe en vacances, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Mais moi, personnellement, que ce soit aussi franc, tu vois, aussi assumé comme ça à la télé, moi, ça me... moi, c'est ça que je regarde. Je me dis, vas-y, c'est grave. Mais je regarde parce que, déjà, parce qu'on doit traiter l'actu, déjà, et en plus de ça, parce que j'ai envie de regarder, ça a fait tellement de traiter l'actu. Attendez, c'est un peu le travail, mais aussi parce que, tout le monde en a parlé, donc j'étais là genre mais c'est quoi ce truc, moi, tu vois? Moi trop curieuse. Bien sûr. Je regardais les versions anglaises avec une copine quand on était plus jeune. Oui, Jersey Shore, ouais. Et en plus je trouve que c'est 100 fois plus trash que la version française. Et encore, vous avez pas vu les téléréalités brésiliennes? Non, c'est un délire. Mais moi, franchement, c'est ça pour l'actu. Non, c'était pour le travail. Écoutez, je savais qu'on allait en parler dans l'émission, donc on se calme. Mais aussi parce que j'étais très curieuse. Mais franchement, en regardant, j'étais là genre wesh. Tu vois, parce qu'on n'est pas habitué à ça en France, en fait. Mais justement, en même temps, ça cible une cible justement particulière. Et en fait, la question des ados et tout, je pense que c'est aussi de ça dont tu as envie de parler, Saut. Tu vois, il y a un truc où... La jeunesse, ouais. Je me dis, waouh, chaud. On en parlera plus tard avec Leïla, mais ils tombent sur des contenus tout le temps, tu vois, partout. Juste un ado qui a accès à Internet... il est pas choqué en voyant un épisode de Frenchy Shore. Je sais pas. Et moi, j'aimerais mettre en lumière autre chose. Attends, pause. C'est pas pour eux. C'est interdit au moins de 18 ans. De 16. Ah, c'est pas 18? 16, ouais. 16 ans, tu as vu bien pire dans ta vie, je pense. Vraiment. En tout cas, on va mettre en lumière autre chose. C'est le fait qu'entre toutes ces paires de fesses, il y a aussi des jolis messages. Je dois être à fleur de peau en ce moment, mais moi, j'ai été vachement touchée dans l'épisode 2, où en fait, on a Auriel, une femme transgenre, qui fait son coming out. Et il y a un truc un peu bête qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a un des candidats qui, en fait, il dit moi, je m'en fiche, j'ai quand même envie de faire l'amour avec elle. Et du coup, entendre ça de la part d'un hétéro de base, dans une télé-réalité, en plus, moi, je trouve que ça change. Et c'est cool, c'est hyper rare d'entendre ça. Et justement, Auriel, elle revenait sur cet événement fort sur le plateau de Célébdo. Donc moi, la production a toujours été très libre. Ils m'ont dit, tu le fais comme tu le sens, il n'y a pas d'obligation, tu le dis quand tu as envie. Je l'ai dit moi parce qu'il y avait des rapprochements avec les garçons et que je voulais être honnête et je voulais aussi faire passer un message. Donc le but, c'était que les choses se fassent en bonne uniforme. J'étais un peu stressée au moment de le faire. Je ne savais pas comment ça allait être reçu de la part des autres candidats. Mais ça a été une vraie libération pour moi de le dire. C'était aussi une première qu'une femme trans prône autant de choses dans une émission de télé-réalité française. Les réactions étaient très positives et ça a juste, je pense, décomplexé beaucoup de pensées qu'on devait avoir par rapport à la transidentité et sur la télé-réalité. Mais il y avait une télé-réalité, je sais plus quand c'était Les Anges. Il y avait une trans aussi dedans qui au début l'avait pas annoncé. Et donc il y avait plein de mecs qui la draguaient, etc. Et quand elle a fait son coming out et qu'elle l'a annoncé,
plus personne l'a jamais dragué. Quoi. C'est là la différence avec Frenchy Shore. Et je trouve alors que, là, ouais, comme ils disent, ils ont été quand même assez ouverts d'esprit et ils ont été tous bienveillants. Et c'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs quand ils font les interviews. Tous les candidats disent qu'il y avait une vraie bienveillance dans cette télé-réalité, qu'on peut être une fille, avoir envie de coucher avec un tel. Elles seront pas jugées en mode t'es une pute, etc. Tu vois. Et donc même ça, dans les limite... interviews, il y a aussi un truc que je trouve cool, c'est la protection. C'est-à-dire qu'il y a Antonin du coup qui a fait les Marseillais avant, qui présente du coup. Oui, c'est le présentateur. Qui disait que lui, pendant les Marseillais, personne n'avait fait de test MST par exemple, là où tout le monde a été testé, etc. Enfin, en fait, c'est bien plus safe finalement. Ça a l'air plus sale, mais ça l'est moins. Bah, finalement, cette télé-réalité, elle décomplexe plein d'autres choses. Mais complètement, il y a un casting qui est assez inclusif. On montre la sexualité de personnes transgenres justement, mais aussi homosexuelles et pansexuelles, et c'est hyper rare, sans pour autant essentialiser les personnages quand on sait que dans la plupart des autres productions, ils limitent vraiment les candidats à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. Et certains rôles sont ok clichés, comme celui d'Enzo qui est cet homme gay qui cherche quelqu'un de très viril pour détourner tous les hétéros de la maison, comme il le dit, tu vois. Mais n'empêche que c'est ça aussi la vie. Enfin, ça représente aussi un pan de cette sexualité-là. Et moi, j'ai même un pote qui me fait penser à Enzo, tu vois, dans sa mentalité. Je pense qu'on connaît tous un mec qui fait penser à Enzo. D'ailleurs, Enzo, il est grave vrai. J'aime bien, il est naturel, il s'en fout, tu vois. Ils ont aussi essayé de faire un effort quant au rôle des femmes dans la villa. Ouais, d'après le discours officiel, le programme témoignerait d'un empowerment féminin en phase avec l'air du temps qui se traduirait dans les désirs ouvertement assumés et des paroles trash. Témoignage avec la poésie d'Auriel. Je suis à poil du matin au soir. J'aime le cul, je l'assume complètement, je pue le cul. Où il y a de la bite, il y a Auriel. Non, excusez-moi, mais pour moi c'est une dinguerie. Sérieux. En direct à la télé normale, moi ça, je suis outrée. Au-delà de ça, oui, on a aussi, tu vois, des femmes bimbo comme Julie, mais on a aussi d'autres représentations de corps comme Pépita qui a pas des formes super généreuses comme on a l'habitude de voir, ou encore Iris qui est grosse. Et franchement, c'est rafraîchissant, non les filles? Non, c'est vrai, pour le coup ça change. Non, mais pour le coup, il y a de tout. Il faut tout pour faire un monde. Et là, ça, c'est et même, cool. c'est des corps normaux, tu vois. À part une Cara, je pense que c'est un corps de magazine ou de d'Insta, de baddie des États-Unis, tu vois. C'est vrai que dans les autres téléréalités. Genre, là, c'est des meufs. Enfin, il y a de tout, quoi. C'est vrai que tu peux voir à la piscine demain, quoi. Justement, avant, il y avait un peu ce truc de poupée, quoi. C'était vachement. Et puis, même pas avant, c'est encore aujourd'hui. Le même corps, la même tête, les mêmes vêtements, les mêmes. C'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, c'est clair quand même qu'on est encore sur du male gaze quand on voit les plans, etc. Mais je sais pas aussi si vous vous souvenez de ce passage. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool quand, par exemple, Cara et Auriel se sont embrouillées et qu'elles ont critiqué chacune leur physique. Et au bout d'un moment, elles ont vachement conscientisé le fait que c'est un truc facile qu'on fait entre meufs et qu'on nous apprend à le faire. Et moi, je trouvais ça aussi cool parce que je trouve qu'il y a un petit vent de sororité dans la maison. Après, elles sont excusées, elles sont redevenues copines, etc. Pour un mec, mais bon. Elles se sont dit, mais pourquoi on fait ça? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu trouves du coup que leur sexualité reflète celle des jeunes dans la vraie vie? Alors, déjà, David Macera, qui est le producteur de l'émission, il revendique un programme authentique, sans script, au plus près de la réalité, avec des candidats libres, à l'aise avec leur corps et leur sexualité, et justement qui reflète une partie de la génération Z. Et dans le sens où il n'y a pas qu'une sexualité, je suis assez d'accord sur le fait que ça ressemble à celle de certains jeunes de notre époque. Et aussi dans tout ce qu'elle a, tu vois, de problématiques et d'imparfaits et tout. Enfin, on le dit, il y a plein de beaux messages, mais à côté, c'est quand même bien maladroit, etc. Mais évidemment, pour d'autres, c'est indécent, tu vois, comme pour toi. Et il y a plein de gens qui se reconnaissent absolument pas, et c'est normal. D'autant plus quand on sait que, d'après une étude IFOP, on en avait déjà parlé, il y a près d'un jeune sur deux qui n'a pas eu de rapport sexuel l'année dernière. Donc il y a aussi une hypersexualisation. Alors qu'il y a plein de jeunes qui font rien. D'ailleurs, c'est ça, on en a parlé de cette baisse de libido quand on a parlé récemment du fait que les jeunes se détournent de plus en plus du sexe au cinéma. C'est assez paradoxal finalement avec cette émission qui suscite le voyeurisme et qui fait passer les jeunes pour des gens affamés. Des débauchards. Voilà, pour des débauchards. Du coup, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez écouter notre émission en podcast sur l'application Radio France, et c'était l'émission du 31 octobre, très exactement. 9e. Exactement. Avec les filles, on parle de la nouvelle télé-réalité dont tout le monde parle, Frenchy Shore. Et sachez aussi que nos équipes en ont parlé sur Move, et c'est Constance Villanova, notre spécialiste en télé-réalité, qui s'est exprimée dans La Matinale On n'est pas fatigué du 13 novembre dernier.
Alors, comme promis, c'est très trash. Il y a beaucoup de floutage de parties génitales. Ah ouais, carrément. Ça baise, voilà, le mot est lâché. Chaque candidat a sa petite phrase, généralement très poétique. Citons ce jeune homme bodybuildé qui nous offre ce vers. J'ai le cœur sur la main sur la queue. À une syllabe près, on était sur un alexandrin, les gars. Donc parmi les candidats, il y a la génialissime Ouriel, portrait. Dans la vie de tous les jours, je suis une femme assumée, j'ai pas de complexe, je suis complètement exhibitionniste. Je suis à poil du matin au soir, j'aime le cul, je l'assume complètement, je pue le cul. Ah ouais. C'est l'extrait que t'as passé, mais j'étais obligée de le remettre parce que je suis outrée. Il est iconique. Mais Ouriel, c'est devenu la star du programme. Hein. Tu notes, Loana. Made in 2023. C'est un truc de fou, en vrai, comment cette télé-réalité, elle défraie la chronique dans les médias. Les avis divergent dans la presse, sur les réseaux, jusqu'au ministère de la Culture et à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, que je l'ai dit tout à l'heure, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a dit dans Le Parisien qu'on est à la limite de la pornographie. À l'Assemblée nationale, c'est Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon, qui s'est indigné en disant que Frenchy Shore, je cite, verse dans le trash et la vulgarité permanente. Et il a surenchéri en demandant combien de collégiens et d'écoliers allaient être exposés à tout, au moins une partie de cette émission. On souffle. Alors, pour info quand même, Frenchy Shore est diffusé à 23h par MTV et cette émission est interdite aux moins de 16 ans. Mais du coup, nous, on s'est posé une question parce que clairement, on est jeunes et on connaît, nous, les vices de la société. Est-ce que ce genre de programme trash vraiment très assumé, je vous l'accorde, est vraiment nouveau ou choquant pour les ados qui sont exposés à tellement de choses aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux? Leïla, je sais que tu as un avis sur la question. Ouais, moi je vais vous parler de l'exposition des ados au porno tout simplement. Ok. Parce que là on fait les choqués pour une télé-réalité qui passe à 23h et qui passe sur une plateforme de streaming payante sur laquelle oui il pourrait tomber sur les réseaux sociaux, mais en fait tout seul, déjà par exemple avec les nouvelles technologies, on a vraiment offert au porno un support de diffusion inépuisable et accessible à tous, donc y compris aux enfants et aux ados qui savent limite mieux gérer ces outils-là que nous les adultes. Et du coup selon une étude de l'Arcom et de Médiamétrie, de mai 2023, des 12 ans, les garçons consacrent près d'1 heure par mois à la consultation de sites porno. Ah ouais. Donc c'est... Ils n'ont pas besoin de Frenchy Shore. Les petits pour sont aller chauds, voir hein. Moi, ça m'étonne pas. Mais en tout cas, moi non plus, ça m'étonne pas. Là, je sais qu'il y a eu une loi en 2020 pour réguler cet accès au porno. Ouais, la loi du 30 juillet 2020, du coup, qui oblige les sites porno à contrôler l'âge de leurs visiteurs. Mais en fait, cette loi, elle a aucun effet parce qu'il suffit juste de cocher une case qui dit que t'as plus de 18 ans pour avoir accès au site. Ok, ouais. Donc, même à 4 ans, je peux le faire. Et à 17 ans, je peux le faire aussi, du coup. Et du coup, ça n'empêche pas les mineurs d'y accéder et de consommer le contenu gratuitement et librement parce qu'ils sont quand même plus de 83% à regarder du porno directement depuis leur téléphone. Et en fait, c'est un chiffre qui a augmenté de 36% depuis 5 ans. Alors oui, c'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui d'avoir accès au porno. Mais avant Internet, les jeunes, il y avait aussi accès dans la cour de récré, dans les magazines, dans les cassettes, ouais, ou sur Canal+ le soir quand c'était pas flouté. Alors ce qu'il faut faire en fait finalement, c'est encadrer et accompagner les enfants face à toutes ces images qu'ils vont voir. Ouais, parce que 42% des garçons et 29% des filles de 16 à 20 ans, du coup, toujours selon l'Arcom, regardent du porno pour en apprendre en fait plus sur le sexe. D'accord. Et il faut savoir que même si on tape vulve ou pénis sur Google, on tombe directement sur du contenu porno. Donc un jeune curieux qui voudra juste savoir à quoi ça ressemble, il va être confronté à des images de cul. Et sachant que l'école, elle répond pas forcément à toutes leurs questions quand ça concerne la sexualité, on se penche plus sur le côté reproduction et qu'il y en a plein qui n'osent pas forcément aborder le sujet avec leurs parents, ils se tournent directement vers Internet. Et c'est comme ça que les ados, ils utilisent le porno comme une source principale d'information. Alors pour moi, le plus simple, c'est d'anticiper tout ça et de parler de sexualité dès l'âge de la puberté. Mais est-ce que vous, par exemple, vous aviez ce genre de discussion avec vos parents ou est-ce que, comme ces enfants-là, vous avez dû aller sur Internet ou dans des livres pour avoir réponse à vos questions, quoi. Moi, j'avais le dico des filles. En 2006, voilà. Pire que Frenchy Shore. Pire que Frenchy Shore. Moi déjà, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit et j'ai pas eu cette chance-là, mais en effet, je regardais plus sur Internet et j'essayais de voir, de jauger, j'en parlais avec des copines. Ouais, on en parlait à l'école. C'était du bouche à oreille. Et même les livres CDI en mode t'as vu ça et tout. Le téléphone arabe. Ouais, voilà, mais le dico des filles aussi, je l'ai lu. Les jeunes, ils vont surtout chercher des infos, notamment à l'approche de leur premier rapport.
Ouais, le porno, en fait, c'est un peu la première porte d'entrée donc à la découverte de la sexualité. Et beaucoup s'en servent comme référence, du coup, dans leurs futures relations. Ouais. Et ils cherchent à visualiser ce à quoi devrait ressembler le sexe avant leur premier rapport sexuel. Et c'est à ce moment-là qu'il est important, du coup, qu'ils sachent que c'est pas la vraie vie. Et à ce moment-là aussi qu'il faut les rassurer en leur disant que le premier rapport, il peut être maladroit et que c'est normal, plutôt que les laisser avoir des représentations biaisées de la réalité, quoi. Au final, c'est aux parents d'être super vigilants et d'en parler même quand c'est un sujet tabou, délicat à aborder, comme ça a pu être le cas chez nous. Ouais, après, franchement, je comprends que ça soit compliqué d'en parler, surtout pour des parents, tu vois, qui ont tendance à croire que c'est pas possible que leur enfant il consomme du porno ou que ça arrive que chez les autres. Et je pense que vu qu'on peut pas y échapper et qu'on peut pas échapper aux images qu'on voit sur Internet ou aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut juste prévenir l'enfant qui peut tomber sur ce genre de contenu. Et aussi en parler, c'est pas inciter à faire, quoi. Ouais. Il y a un truc où certains parents se disent je vais en parler, donc ça va pousser la personne. Alors que juste le consentement, apprendre toutes ces choses-là, c'est pas. Et même juste en apprendre plus sur la contraception, c'est pas des choses qu'on. D'accord, l'école, elle va nous en parler, mais un cours d'SVT dans toute une vie, je pense pas que ça soit suffisant pour en discuter, quoi. Même sur le plaisir, tout simplement. Oui. Ce mot, c'est un gros mot, alors que c'est hyper joyeux, quoi. Mais du coup, on n'a pas toujours les mots et on peut aussi s'aider d'Internet parce qu'il n'y a pas que du mauvais sur le net. Il y a des comptes sur Insta qui parlent de sexualité de manière consciente et positive, comme donc Merci beaucoup et QNU. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ouais, moi je connais. Et c'est des trucs où t'as des conseils, t'as des internautes qui posent des questions, des gens qui répondent, des fois t'as des sexologues qui interviennent et tout, c'est super intéressant. Et sinon, il y a des séries comme Sex Education, donc là c'est plus du divertissement, quoi. Ouais. Et en vrai, ça détabouise le sexe, et même si ça peut paraître un peu caricatural, il y a quand même beaucoup d'infos dans ce genre de contenu, quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça change du dico des filles. Non, mais le dico des filles. Il y a le nouveau de Anna Tomazov aussi. Ah ouais, on avait déjà parlé, Mais oui, elle l'a dépoussiéré. Ah oui, en tout cas, non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont accès à beaucoup plus de choses sur Internet. C'est pas ce que nous, on avait dans notre adolescence, mais c'est vrai qu'il faut savoir faire. Le tri, hein. Voilà, exactement. Bon, allez, il est 20h54 et les filles, j'ai une mauvaise nouvelle. La pluie et le beau temps, c'est fini. Alors non, ça revient dimanche. Ça revient dimanche, exactement. On pourra peut-être vous en parler plus tard. Alors, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui.